sur le risque glaciaire et périglaciaire au service RTM de l'Isère. Et donc, je suis avec mon collègue Clément Bisset, qui est référent national en autorictorentiel au RTM. Et puis, rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le travail de rétroanalyse de la crue qui a impacté la Bérarde le 21 juin dernier. En guise de contexte et d'introduction, je rappelle sur cette slide les activités des services RTM. Donc RTM, ça veut dire restauration des terrains de montagne. On est un service historique qui est issu de la loi des restaurations des terrains de montagne de 1882. Et on est depuis 1972 rattaché à l'Office national des forêts. Donc il y a un département RTM voilà, un service RTM par département des Alpes, et puis aussi des services qui regroupent deux départements dans les Pyrénées. Et donc on est des petits services, par exemple au RTM de l'Isère, on est une quinzaine de personnes qui sommes spécialisés sur les risques naturels en montagne, au service à la fois de l'État et des collectivités. Et donc, pour résumer un petit peu nos activités, on a environ 50% de notre activité qui est de la gestion des forêts domaniales RTM, donc des forêts qui ont été acquises par l'État au titre de la restauration des terrains de montagne. Et donc, ce temps, il est passé à entretenir des ouvrages de protection contre les risques naturels, donc des seuils, des barrages dans les torrents, voilà, des ouvrages par avalanche pour les chutes de blocs. Donc, 50% de l'activité, finalement, c'est sur de la gestion d'ouvrages et de forêts domaniales. Et puis, les autres 50%, ils se répartissent avec, on va dire, une grande partie qui sont des missions pour le ministère de la Transition écologique, donc qui peuvent être assez diversifiées. On tient un jour une base de données événements. Donc dès qu'il se passe voilà, un phénomène naturel en montagne, il est recensé pour la mémoire du risque. On mène pour le niveau national des développements méthodologiques. On est en appui à la gestion de crise, donc quand il y a des événements. Donc voilà, une diversité de missions. Et puis une petite partie de l'activité avec des financements qui ne viennent pas du ministère de l'Agriculture et pas du ministère de la Transition écologique, mais qui sont plutôt locaux. Donc avec des conventions publiques qu'on peut avoir ou voilà, des activités concurrentielles sur de la maîtrise d'œuvre, notamment. Donc ça, c'était pour un aperçu rapide des activités des services RTM. Et puis, en parallèle de ça, et c'est en lien un petit peu avec le sujet d'aujourd'hui, euh, on est partie prenante d'un plan d'action national qui s'appelle le PAPROG sur les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Donc c'est un plan d'action qui a été lancé dans les années 2020-2021, qui est porté par le ministère de la Transition écologique et qui a pour but voilà, d'identifier les enjeux qui peuvent être concernés en France par les risques glaciaires, de travailler avec la communauté scientifique pour développer des outils et des méthodes voilà, pour essayer de mieux prévenir ces risques en haute montagne, et puis d'accompagner les collectivités quand il y a un sujet sur ces risques émergents. Et donc, nous, le RTM, on est impliqué en tant qu'acteur opérationnel de ce plan d'action. Et puis, on travaille de manière assez proche avec notamment la communauté scientifique et les autres établissements publics voilà, sur le développement de méthodes et de connaissances sur les risques glaciaires. Donc, un projet à l'échelle nationale. Et enfin, une dernière slide de contexte qui permet de donner une vision de l'investissement du RTM sur le sujet de la Bérarde. Donc la crue, elle a eu lieu donc en nuit du 20 au 21 juin 2024. Donc le service RTM de l'Isère a été investi sur l'appui à la gestion de crise, c'est-à-dire participer aux réunions de crise en préfecture pendant l'événement et dans les semaines qui ont suivi. Ensuite, des collègues ont été investis dans la maîtrise d'œuvre des travaux de sécurisation. Donc, dès l'été dernier, il y a des travaux qui ont été effectués sur le nouveau tracé du torrent des Étançons. Et donc, on était en maîtrise d'œuvre pour le compte de la commune de Saint-Christophe-en-Loison. Et puis, le pilotage de la rétroanalyse pour le compte de l'État, donc qui fait l'objet de cette présentation. Donc, ça, c'était l'investissement un petit peu en 2024 et 2025. Et je vais le réaborder à la fin. Il y a le SIMBI, donc le syndicat de Rivière, qui porte une étude qui est en cours sur le premier semestre 2025 sur les différents scénarios de réaménagement du hameau. Et donc, on a investi en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage du SIMBI sur cette étude.
Donc, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, pour parler des événements de juin 2024, il faut déjà bien se situer. Donc, on est dans la vallée de l'Oisans, donc la vallée du Vénéon dans le massif de l'Oisans, au sud-est du département de l'Isère. Donc, cette vallée du Vénéon, donc, on arrive de Bourg-d'Oisans, on la remonte, on passe par Vénosque, donc Bourg-d'Arru ici, de la commune des Deux Alpes. On a la zone de plan du lac, et ensuite on passe différents petits hameaux, dont le hameau des Étages ici. Et on arrive au hameau de la Bérarde, qui est au fond du vallon. Donc le Vénéon, il arrive du sud. Voilà, il passe au sud de la Bérarde et ensuite il suit toute la vallée pour rejoindre la Romanche dans la plaine de l'Oisan. Et puis nous, ce qui va plus nous concerner dans le cadre de cette présentation, c'est la crue du torrent des Étançons, mais qui a en fait été en grande partie alimentée en matériaux par le torrent de Bonne-Pierre, qui est un affluent rive gauche du torrent des Étançons, environ 700 mètres en amont de la Bérarde. Et donc, sur ces événements de juin, on peut distinguer deux choses. Dans un premier temps, une crue un petit peu généralisée des affluents et du Vénéon sur les journées du 20 et du 21 juin. Donc, le Vénéon avait déjà connu des crues fortes en 2023, mais on a eu une crue encore plus forte. Et puis, en parallèle de ça, dans la nuit du 20 au 21 juin, une crue d'ampleur exceptionnelle du torrent des Étançons à la Bérarde, avec un phénomène qui est bien supérieur à l'historique connu. Et puis, un engravement que vous connaissez du hameau de la Bérarde. Donc l'engravement du hameau, il est bien visible ici. Donc à gauche, on a une orthophotographie du hameau donc, de 2021. Et puis à droite, c'est une photo qui a été prise 5 jours après l'événement par le SDIS. Donc on voit que le cône de déjection du torrent des Étançons a été complètement remanié, avec des dépôts de matériaux qui ont été très importants. Et puis on voit aussi que ce torrent des Étançons, qui passait plutôt en rive droite du cône de déjection, et ben après la crue, il passe plutôt en rive gauche et à proximité directe du bourg historique de la Bérarde. Donc cette crue, elle n'a pas fait de victimes, mais elle a nécessité l'évacuation de plus de 100 personnes en hélicoptère dans la matinée du 21 juin. Et au total, il y a 66 bâtiments qui ont été impactés. Donc l'impact aux bâtiments s'est traduit de deux manières différentes. Des bâtiments qui ont été complètement engravés, là où on a eu les dépôts de matériaux les plus importants, notamment en rive droite du cône de déjection. Et puis des bâtiments dont les fondations ont été déstabilisées par affouillement, où là c'est plutôt lié à l'érosion du torrent des Étançons sur son nouveau tracé en rive gauche du hameau après la crue. Donc si on rentre maintenant plus spécifiquement sur ce travail de rétroanalyse, donc, comme je l'ai dit, c'était une commande donc, de l'État, il y a la DVT de l'Isère. Nous, en RTM, donc, on était en pilotage et aussi en production donc, de certaines parties de ce travail. Et l'objectif, ça a vraiment été d'agréger les compétences et les expertises pour aboutir à un consensus sur les causes de la crue et sur la vision prospective. Donc, ce travail, il a débuté après l'événement, donc dès le mois de juillet, jusqu'au mois de novembre dernier, avec des restitutions donc, sous forme de rapport et en réunion publique au mois de décembre. Et il a mobilisé donc différentes personnes, ce travail, donc, notamment les témoins de l'événement, qui ont été assez clés pour reconstituer la temporalité de la crue, notamment. Et puis, donc on a effectué 2 rencontres avec des acteurs locaux pour recueillir des témoignages, des photos, des vidéos, et essayer de bien recaler la temporalité de la crue. Et puis, on a largement travaillé avec les partenaires scientifiques de différentes structures. Donc, au total, au sens large, il y a une trentaine de personnes RTM scientifiques qui ont été investies dans ce travail de près ou de loin. Et c'est vraiment cette agrégation de compétences multidisciplinaires voilà, qui a permis d'avancer et de comprendre pas tout, mais certaines choses sur cette crue. Donc on s'intéresse à une crue d'un torrent, mais finalement on se rend vite compte que pour comprendre un événement comme ça, eh ben, on a besoin d'une approche multidisciplinaire. Donc on va commencer par aller voir l'historique des crues du torrent, savoir si c'est quelque chose qui avait déjà été observé ou pas. Comme je l'ai dit, on va se baser sur les témoignages pour essayer de bien recaler la temporalité de la crue. Donc Clément, en lien avec des collègues de l'INRAE, ont largement travaillé en hydraulique torrentielle et on le verra sur les bilans sédimentaires, les types de transport solide.
Il y a des analyses qui ont été menées en géomorphologie, donc pour voir comment l'événement a impacté la forme du paysage. Ça permet aussi de mettre en relief l'événement au regard de l'historique. On a travaillé avec Météo France pour réanalyser voilà, les quantités de pluie qui sont tombées, la température, avec le centre d'études de la neige pour estimer la contribution de la fonte nivale à l'événement. On a aussi travaillé avec les collègues d'EDF et de l'INRAE en hydrologie donc, pour essayer d'exploiter les données de débit, donc les mesures de débit qu'on avait sur le Vénéon en aval. Et puis, bien sûr, en télédétection, glaciologie, voilà, avec différents collègues de l'IGE et d'ailleurs, pour mieux comprendre le glacier de Bonne-Pierre, et en sismologie pour mieux comprendre la temporalité de l'événement. Donc voilà, c'est une crue torrentielle d'un torrent, mais on voit bien que pour comprendre l'événement et le décortiquer, eh ben, il y a besoin d'une diversité d'expertise et de compétences. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans toutes ces disciplines et tout ce travail a été synthétisé dans le rapport de rétroanalyse qui est disponible gratuitement, téléchargeable en ligne sur le site de l'ONF. Et donc ce rapport, on l'a structuré un petit peu en deux grandes parties. Une première partie plutôt constat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on comprend du déroulé de la crue pendant l'événement grâce aux témoignages et aux données, et comment on est capable de caractériser la crue après coup avec le transport solide, les changements de la forme du paysage, donc plutôt constat pendant et après. Et une deuxième grande partie plutôt analyse des causes, donc analyse de la situation météo, analyse du glacier de Bonne-Pierre et donc de la contribution glaciaire à l'événement. Donc, je ne vais pas pouvoir aborder tout en détail voilà, toutes les différentes analyses qui ont été menées, mais je vais aborder rapidement cette première partie constat et ensuite la deuxième partie analyse des causes. Sur la partie déroulée de la crue, comme je l'ai dit, on s'est assez largement basé sur les témoignages, donc les gens qui étaient présents à la Bérarde la nuit de l'événement, pour comprendre où est-ce que ça a débordé, comment ça a débordé, à quelle heure ça a débordé. Donc, ce que vous avez à gauche ici, c'est une valorisation de ces témoignages. Donc, on retrouve notre orthophotographie de la Bérarde en 2021. La zone, le contour rouge, c'est la zone qui a été en fin de crue, enfin, la zone impactée par la crue après événement. Et on a essayé de représenter par les flèches bleues et par les zones rouges les principaux débordements, écoulements, et en rouge les principaux dépôts. Donc, selon les témoignages, c'est dès minuit et quart qu'on a les premiers débordements qui sont observés plutôt en rive droite du torrent des Étançons. On a des dépôts de matériaux qui sont mis en évidence autour d'1 heure du matin, plutôt en rive gauche. Et puis, on commence à avoir des photos, comme ici, à 3h15, au niveau du pont de la Bérarde, voilà, où on commence à avoir des dépôts de cailloux relativement significatifs. L'eau, elle est arrivée dans le bourg historique de la Bérarde plutôt aux alentours de 4h, 4h30 du matin, ce qui suggère que le gros des dépôts en rive droite avait déjà été effectué. Et puis ensuite, au cours de la fin de nuit, début de matinée, voilà, on a un cône de déjection qui est largement engravé. On a beaucoup de bras d'écoulement, donc une divagation du torrent sur le cône de déjection. Mais on observe aussi un débit qui semble se renforcer en rive gauche, du cône de déjection. C'est un petit peu ce qu'on voit ici au niveau de la chapelle, et qui finalement va se concentrer en rive gauche, puisque ce sera le nouveau tracé du torrent après la crue. Voilà, donc sur le déroulé de la crue, c'est un événement voilà, où il commence à y avoir des complications dès le milieu de la nuit, donc dès minuit, 1h du matin, avec les dépôts de matériaux qui se sont effectués au sens large entre minuit et 8h du matin, avec potentiellement le plus gros déjà, entre 1h, 2h et 4-5h. Ensuite, d'un point de vue de la caractérisation de l'événement, Clément notamment a travaillé avec les collègues sur le bilan sédimentaire, c'est-à-dire d'estimer les volumes de cailloux qui ont été transportés. Pour faire ça, on utilise des modèles numériques de terrain. C'est des données en 2 dimensions qui nous donnent pour chaque point l'altitude de la surface. Et donc, en faisant une différence de modèle numérique de terrain entre avant la crue, après la crue, on a les zones où on a de l'engravement, avec un delta positif, et les zones où on a de l'érosion, avec un delta négatif. Et donc, ce qui est représenté sur cette carte ici, c'est toujours notre cône de déjection du torrent des Étançons au niveau de la Bérarde, avec en bleu les engravements et en rouge les érosions.
Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande zone ici, en rive droite du cône de déjection, avec des dépôts qui sont importants, donc qui sont supérieurs à 5 mètres. Les dépôts les plus importants étaient situés ici au niveau de l'apex du cône de déjection, avec comme ordre de grandeur 200 000 mètres cubes de cailloux qui se sont déposés. Et ici, en rive gauche, on voit donc l'érosion qui est liée au nouveau tracé du torrent. Donc là, la différence, elle est faite avec un MNT LIDAR qui a été levé le 28 juin, donc finalement une semaine après l'événement. Donc on voit déjà bien la réérosion des sols ici par le nouveau tracé du torrent, avec un petit cône de déjection ici en dessous, où on a un ordre de grandeur de 20 000 m3 d'érosion, 20 000 m3 de dépôt. Et puis on a cette zone un peu plus centrale ici, qui peut paraître un peu épargnée, mais on a quand même 6 000 m3 de dépôt et 4 500 m3 d'érosion. Donc bien que ça paraisse des ordres de grandeur plus faibles qu'ailleurs, pour un événement normal, on va dire que c'est déjà des volumes qui sont non négligeables. Donc ça, c'est le constat à la Bérarde. Ensuite, si on remonte pour voir d'où ces cailloux sont venus, on voit que tous ces cailloux sont essentiellement venus du vallon de Bonne-Pierre. Donc, comme j'ai dit, qu'il y a un affluent rive gauche du torrent des Étançons. Donc, on a une vue Google Earth ici, on a la Bérarde, les vallons des Étançons avec les Étançons qui viennent d'ici, et puis Bonne-Pierre, qui est un affluent rive gauche, et qui est dominé par le glacier de Bonne-Pierre ici, qui est un glacier couvert de débris. Donc, on retrouve notre différentiel de MNT ici sur le cône de déjection du torrent de Bonne-Pierre. Donc, on voit qu'on a eu des érosions vraiment très importantes en rive gauche du cône, avec voilà, environ 100 000 m3 de cailloux qui sont partis d'ici. Et puis, si on remonte entre ce cône de déjection et le glacier, c'est ce qu'on observe ici, on a le chenal, avec environ 200 000 m3 de cailloux qui ont été exportés sur cette section. Donc, en ordre de grandeur, voilà, sur cette crue, il y a 300 000 m3 de cailloux qui ont été exportés par le torrent de Bonne-Pierre. Et sur ces 300 000, on en retrouve environ 200 000 sur le cône de déjection de la Bérarde. Donc ça a pu être plus pendant l'événement. Et là, c'est un bilan finalement une semaine après sur les 200 000. Donc ça, c'est la partie un petit peu constat. Voilà ce qu'on comprend du déroulé de la crue. Voilà dans les grandes lignes les volumes de matériaux qui ont été transportés et d'où ils venaient. Donc voilà, je n'ai pas détaillé tout ce qui avait été fait, hein, mais voilà, les changements sur la forme du paysage montrent que c'est un événement qui est très rare, qui n'a pas été observé depuis à minima plusieurs siècles. Et donc, après cette partie constat, il y a la partie un peu analyse de la situation météo et du glacier. Donc, sur l'analyse météorologique, ce qui est représenté ici à gauche, c'est les précipitations mesurées à Saint-Christophe-en-Noisans, donc un peu plus en aval dans la vallée, sur un pluviomètre, du 19 au 21 juin. On voit qu'il y a eu pas mal de précipitations, avec une première salve ici dans la nuit du 19 au 20. Des précipitations qui ont été pas forcément très intenses, mais continues sur une grosse matinée du 20 juin. Et puis le passage d'un front plus actif entre 4h et 7h du matin dans la nuit du 20 au 21 juin. Ces précipitations, elles ont été spatialisées grâce à des données radar corrigées par des pluviomètres. Donc, ce que vous avez à droite, c'est le cumul sur 48 heures du 19 au 21. Donc on a la Bérarde ici, et ce qui est entouré là, c'est le bassin versant du Vénéon au hameau des Étages, donc un peu en aval de la Bérarde. Donc on est sur un ordre de grandeur de environ 120 à 130 mm en 48 heures de précipitation. Donc ça reste de bons cumuls sur 2 jours, mais ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que ces précipitations, elles sont tombées sous forme de pluie à haute altitude. On avait une limite pluie-neige qui a oscillé entre 3500 et 4000 mètres, avec donc la quasi-totalité du bassin versant qui a contribué au ruissellement. En parallèle de ça, la fonte de la neige a aussi contribué voilà, au coût généralisé de la vallée. Il se trouve qu'en 2024, on avait un enneigement en haute montagne qui était très important, avec une période de retour qui était estimée de l'ordre de 15 à 20 ans. Donc, ce qu'on observe ici à gauche, c'est une image satellite du 17 juin sur le bassin versant des Étançons en amont de la Bérarde. Donc, on a un enneigement qui est continu à partir de 2600 mètres. Et puis, cette neige, elle a quand même pas mal fondu entre le 19 et le 21 juin. Et donc, c'est ce qui est représenté à droite ici avec la perte d'épaisseur de neige et à droite la perte d'équivalent en eau du manteau neigeux, donc modélisé par voilà, le modèle de Météo France. Et donc, selon ce modèle, localement, on a pu perdre jusqu'à 40 cm de neige
voilà, autour des altitudes de 2006-2800 mètres. Mais comme c'est du névé de printemps qui est très dense, ça peut représenter localement plus de 100 millimètres d'équivalent en eau. Donc, en plus de cette pluie, on avait beaucoup de neige en haute montagne, et avec une fonte qui a été importante aussi pendant ces 2 journées. Si on essaye de replacer ça par rapport à l'historique, une représentation qui est assez intéressante pour la fonte et pour la pluie ici, donc c'est de placer depuis 1958 à aujourd'hui les valeurs de fonte et de pluie sur 2 jours pour les différents mois de l'année. Donc pareil, hein, c'est l'utilisation d'un modèle utilisé à Météo France. Si on regarde la fonte, on voit que la fonte sur 2 jours du 19 au 21 juin, ben, on est quand même parmi les valeurs de fonte sur l'historique qui sont les plus importantes. Et si on regarde la pluie en dessous, la précipitation liquide, on voit qu'on n'est pas forcément parmi les valeurs les plus fortes. Là, des points plus importants. Mais ces pluies plus importantes, elles sont généralement observées en juillet, en août ou début septembre, en plein été, quand on a une limite plus neige très haute, et notamment des épisodes méditerranéens. Et donc là, même si on n'est pas le plus fort, on voit que pour un mois de juin, on est plus fort. Avoir une telle pluie pour un mois de juin, c'est quand même notable. Et au final, c'est voilà, c'est vraiment la combinaison de cette pluie qui n'est pas extrême, mais qui est importante, avec une fonte marquée, qui fait qu'au total, la lame d'eau pluie plus fonte, ben, elle est rare. Donc quand on a dit ça, oui, il y a eu des précipitations quand même importantes sur 2 jours, il y avait beaucoup de neige, elle a beaucoup fondu. Et la question, ça a été de se dire, est-ce que cet épisode niveau météo, il suffit à expliquer une crue si exceptionnelle du torrent des détentions? Et donc, pour évaluer notamment la contribution potentiellement glaciaire du glacier de Bonne-Pierre à l'événement, on s'est largement basé sur la temporalité de l'événement. Donc, j'ai remis un petit peu ce qu'on avait compris de la temporalité de la crue avec l'image de gauche. Et puis, sur le graphique de droite, ce que vous voyez, c'est l'utilisation des observations et des modélisations de débit sur le Vénéon au hameau des Étages, en aval de la Bérarde. Donc, ce qui est représenté en bleu foncé, c'est l'évolution du débit du Vénéon aux Étages, donc du 19 ici au 22 juin, qui est très intéressante. On voit une évolution, une augmentation qui est relativement régulière du débit du Vénéon en journée du 20 juin, donc en réponse aux précipitations de la journée. Et puis, une augmentation vraiment très marquée du débit en ce point dès la soirée et début de nuit du 20 au 21 juin. Ensuite, on a des valeurs dans lesquelles on n'a plus forcément confiance et la station a été emportée en milieu de nuit, fin de nuit, donc on n'a plus de demi. En parallèle de ça, il y a EDF qui a fait tourner son modèle hydrologique, c'est-à-dire qu'on a une modélisation du débit auquel on se serait attendu en réponse uniquement à des forçages hydrométéo, donc de la pluie et de la fonte. On observe que voilà, le modèle qu'EDF a calé, il suit bien les observations avec une montée régulière des débits dans la journée du 20 juin. Et ce qu'on observe, c'est que cette augmentation finalement rapide du débit du Vénéon aux Étages en début de soirée et milieu de nuit, qui finalement est compatible avec les premiers désagréments à la Bérarde, qui suggèrent que cette augmentation peut venir du torrent des Étançons, elle n'est pas du tout expliquée par la pluie et la fonte, dans le sens où d'un point de vue hydrologique, on est plutôt à un moment où on a une accalmie des précipitations, avant le passage du front pluvieux qui arrive plutôt entre 4h et 7h du matin. Et donc le pic hydrologique est plutôt attendu à 8h du matin à la Bérarde et aux Étages. Il est d'ailleurs observé plutôt à 11h du matin sur la Romanche à Bourdoisan. Et donc, voilà, d'un point de vue de la temporalité, le fait que on ait une telle augmentation du débit du Vénéon et que tout simplement ça déborde et ça commence à s'engraver à la Bérarde, ça, rien que du fait du moment où ça arrive, on n'est pas capable de l'expliquer par la pluie et par la fonte. Donc tout ça, ça suggère une influence autre, et donc ici glaciaire, quand on regarde le torrent de Bonne-Pierre, qui peut être importante. Donc après l'événement, on a eu une remontée d'informations d'un lac supraglaciaire, donc en surface du glacier, qui se serait créé et vidangé pendant l'événement. Donc, un travail a été effectué par les collègues du CEN pour essayer d'utiliser les images satellites et reconstituer la vie de ce lac. Donc, le glacier de Bonne-Pierre est ici. Donc, c'est un grand glacier qui est couvert de débris.
Et donc, ce lac, il se formait vers 2600 mètres d'altitude en rive droite du glacier. Et l'analyse des images satellites a montré que depuis 2016, on avait des premières traces de ce lac qui se formaient ensuite tous les ans et qui étaient de plus en plus gros. Mais ce qui est vraiment caractéristique à ce lac-là, c'est qu'il se crée uniquement quelques semaines dans l'année. C'est-à-dire que au mois d'avril, on a de la neige sur les images satellites, il n'y a pas de lac. Au mois de mai, on commence à avoir des taches de bleu. Au mois de juin, il est là, et au mois de juillet, il n'est plus là. En fait, c'est un lac qui est temporaire, qui est visible uniquement quelques semaines dans l'année, qui se vidait visiblement ces dernières années, pour autant sans générer de crue en aval qui ait été observée. Donc potentiellement sur quelques jours, sans que rien n'ait été observé comme phénomène. On a une image du lac ici le 13 juin 2024. C'est une des dernières photos de terrain qu'on a issue d'un site de pratiquants de la montagne. Donc le lac, il faisait 14 000 mètres carrés pour un volume estimé à environ 100 000 mètres cubes, donc un volume significatif. Et puis, les visites de terrain, les photos qui ont été prises, ont essayé ont permis de comprendre en partie comment s'était vidé ce lac potentiellement pendant l'événement. Puisque voilà, le lac était vide le lendemain, lors du survol hélicoptère du 22 juin. Et donc, ces visites de terrain ont permis de montrer que le lac s'est vidé en sous-glaciaire, donc par l'intérieur du glacier. Il n'y a pas de traces de surverse. Par contre, il y a des conduits qui plongent dans le glacier et qui sont visibles. Donc, on a un gros conduit ici au fond d'une dépression. On a aussi un autre conduit ici, une crevasse qui relie les différentes dépressions et potentiellement plusieurs trous, plusieurs conduits intraglaciaires par lesquels le lac se serait vidé. Néanmoins, on n'a pas été capable de reconstruire la véritable dynamique de la vidange, c'est-à-dire de dire le lac s'est vidé en temps d'heure avec un débit de pointe de temps, tout simplement parce qu'on n'a pas les dimensions de ces différents conduits, on ne connaît pas non plus l'évolution de ces dimensions potentiellement pendant la vidange. Donc il y a beaucoup trop d'incertitudes pour bien contraindre l'hydrogramme de vidange du lac. Maintenant, analyser ce lac, ça a permis aussi de dézoomer et d'essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement du glacier de Bonne-Pierre dans son ensemble. Donc, on a des collègues de l'ISTER qui ont regardé l'évolution de la topographie de surface du glacier. Et il se trouve que c'est un glacier donc, recouvert de débris qui était plutôt de surface régulière avant les années 2000. Et depuis les années 2000, on observe l'apparition de plusieurs dépressions de surface, d'affaissement de surface, qui ont permis, en l'occurrence pour le lac, d'apparaître à cet endroit-là, au sein de plusieurs dépressions. Et donc, l'apparition de ces dépressions, elle semble aussi reliée à une fonte du glacier qui a accéléré. C'est-à-dire qu'au cours des 150 dernières années, le glacier de Bonne-Pierre, c'est un glacier qui a relativement peu fondu si on compare au glacier blanc de l'autre côté du col des Écrins. Par contre, depuis les années 2000, on a une fonte qui est plus rapide, et puis on a l'apparition de ces dépressions de surface, dont celle qui a accueilli le lac. Et une autre observation qui a été faite l'été dernier, c'est l'effondrement d'un plafond de glace à environ 80 mètres du front du glacier. Donc on avait une dépression de surface et puis on a un plafond de glace qui s'est effondré et qui laisse apparaître une cavité intraglaciaire d'environ 5000 à 10 000 mètres cubes. Et selon les glaciologues, ce genre de cavité se serait créé avec de l'eau sous pression, donc un point de blocage, de l'eau sous pression sur plusieurs saisons, qui va créer un volume d'eau et qui s'est potentiellement aussi vidé pendant l'événement. Donc finalement, de dézoomer à l'échelle du glacier, ça permet de saisir un petit peu la dynamique. Et voilà, les analyses ont montré que, ben oui, depuis les années 2000, ça fond plus vite. Il y a de plus en plus de dépressions de surface. Que ces dépressions de surface, elles peuvent favoriser la rétention d'eau en surface du glacier comme du lac, mais aussi potentiellement à l'intérieur du glacier par un processus qui s'appelle voilà, le blocage mécanique, qui a été évoqué par les glaciologues. Donc au final, pour essayer de résumer ce qu'on comprend de cet événement, cette crue d'ampleur du 21 juin, elle a été rendue possible par différents facteurs. Bon, déjà, l'impact de cette crue, c'est des cailloux. En gros, il y avait une disponibilité en cailloux qui était importante et mobilisable par le torrent de Bonne-Pierre, avec une connectivité sédimentaire jusqu'à la Bérarde et des pentes plus faibles à la Bérarde qui ont permis des dépôts. Un événement météo notable de pluie et de fonte, et puis un phénomène d'origine glaciaire.
avec visiblement la vidange de ce lac et potentiellement plus sur la contribution du glacier. Donc voilà, c'est vraiment la concomitance, la combinaison de ces trois facteurs qui ont mené à la crue. De ce qu'on comprend, l'intensité de la crue elle est en grande partie liée au phénomène glaciaire. Par contre, le phénomène météorologique, il semble avoir servi de déclencheur à ce phénomène glaciaire, dans le sens où, quand on reconstitue le fonctionnement de ce lac, on voit qu'il se vidait tous les ans en potentiellement quelques jours sans générer de crue. Et que là, ben, avec des apports en eau qui ont été très importants en haute montagne, ça a probablement été déclencheur à la vidange du lac et du glacier, avec une vidange en quelques heures en 2024 plutôt que peut-être quelques jours les années d'avant. Donc on a bien une crue qui est liée à une concomitance d'un épisode météo et d'un phénomène glaciaire. Et puis ensuite, la dernière partie du travail, ça a été d'essayer de se projeter vers l'avenir et de se dire, est-ce qu'une telle crue pourrait se reproduire? Pour faire ça, on a regardé les différents facteurs. Donc la disponibilité en matériaux, la réponse est qu'il reste beaucoup de cailloux. Il y a encore plusieurs centaines de milliers de mètres cubes qui sont mobilisables et voilà, connectés à la zone de la Vérarde. Donc ce n'est pas un facteur qui est limitant. Les épisodes de pluie sur neige dans le contexte du changement climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut exclure et on sait d'ailleurs qu'ils sont rendus de plus en plus probables. Et puis sur les phénomènes glaciaires, il y a énormément d'incertitudes, mais quand on comprend un petit peu la dynamique sur ce glacier, avec une fonte qui est de plus en plus marquée, l'apparition de ces dépressions de surface qui peuvent favoriser des rétentions d'eau, là, on n'a aucun élément tangible qui permet d'exclure de nouvelles rétentions en surface ou ailleurs. Donc finalement, bien que cet événement ce soit une combinaison de différents facteurs, quand on regarde les facteurs individuellement, on n'a pas d'élément tangible qui permet d'exclure qu'une telle crue se reproduise. Et donc, voilà, le résultat de la rétroanalyse, c'était de dire cette crue, elle doit être considérée comme un scénario de référence, avec deux implications. Donc, une implication pour l'urbanisme. Euh, voilà, cette crue a été traduite en cartographie d'aléas. Et donc, l'État s'est positionné sur pas de permis de construire dans la zone du cône d'éjection de la Bérarde et dans les scénarios de réaménagement. C'est-à-dire que cette crue sert de scénario de référence comme donnée d'entrée dans l'étude qui est portée par le CINBI sur les différents scénarios de réaménagement du hameau. Et puis, un dernier point de vigilance qui a été mentionné, c'est que finalement, après cette crue, on a beaucoup de matériaux qui ont été remaniés sur le cône d'éjection du torrent de Bonnepierre. On a des berges qui sont très raides dans le chenal entre le glacier et le cône d'éjection. Et donc, beaucoup de matériaux qui sont facilement mobilisables par le torrent, même pour des crues qui seraient plus faibles. Donc, avec un transport solide qui sera probablement à la hausse voilà, dans les années qui vont suivre la crue, même avec un forçage hydrologique moins important. Je crois que j'ai fini. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Et puis, donc, il y a Clément avec moi. Je sais qu'il y a d'autres scientifiques qui ont contribué à ce travail qui sont présents aussi en visio. Donc, on pourra échanger sur les questions. Est-ce que il y a une cartographie un peu plus générale de ces endroits où on peut avoir ce type de phénomène, une cartographie avec pareil des stocks de matériaux, des pointes qui peuvent induire des phénomènes identiques ailleurs qu'à ces endroits-là? Ouais, du coup, je vais peut-être essayer de répondre. C'est vrai que je pense que cette crue, elle met un peu en lumière ce qu'évoquait Antoine, l'aspect que, en fait, on avait des stocks de matériaux voilà, disponibles et qu'en plus, ils étaient très bien connectés, qu'on avait des très fortes pentes jusqu'au niveau des enjeux, sans zone un peu intermédiaire de replat. Et donc, je pense que c'est des choses voilà, qu'on peut maintenant essayer de peut-être mieux intégrer, en tout cas dans des réflexions un peu globales pour se dire est-ce qu'il y a des points un peu problématiques au regard voilà, de ces caractéristiques. Après, est-ce qu'il y a déjà des cartographies qui intègrent ça? Pas à ma connaissance. Mais par contre, c'est des choses qu'on a vraiment en tête et sur lesquelles on travaille voilà, un peu dans des démarches de développement, quoi. Voilà, pour essayer voilà, essayer d'avoir des critères, en fait, pour se dire
bah, voilà, comment je définis mes zones où j'ai des stocks, comment je définis à quel point c'est bien connecté ou pas. Et donc voilà, c'est des choses vers lesquelles on peut essayer d'aller, je pense, pour essayer d'identifier des secteurs potentiellement problématiques. Après, c'est vrai que des zones raides en montagne avec des matériaux au-dessus, en fait, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, Il y a Christophe, je crois qu'il y avait une question. Ouais, merci. Ouais. Bon, déjà, merci beaucoup pour cet exposé carrément hyper clair, là, très intéressant sur cet événement majeur, là. Moi, j'avais une question parce que c'est quelque chose qui est revenu pas mal dans la presse, enfin, et sur la notion de lave torrentielle, hein. Il y en a beaucoup dit, les laves torrentielles de la Bérarde. Bon, j'ai pas eu l'opportunité d'aller sur place, j'ai vu que des photos de loin. Il semblait qu'il y avait des très gros matériaux, mais pas forcément quelque chose qui ressemblait à des laves torrentielles typiques. Est-ce que c'est une question qui a été investiguée? Est-ce qu'on a pu conclure à ce sujet? Je réponds, ouais. ouais. En fait, c'est vraiment une question effectivement qui a valu beaucoup de discussions, d'échanges, notamment avec tous les collègues d'INRAE qui ont contribué à ce travail. Et c'est vrai que, comme tu le dis, en fait, sur enfin, les images en fait au niveau du hameau, laissaient pas trop penser à des écoulements type lave torrentielle. On avait vraiment quelque chose de séparé entre l'eau, les matériaux, des processus de divagation, etc. Les images, un peu comme montrait Antoine, pendant la nuit, c'est pareil. En fait, on a plutôt quelque chose, voilà, où il y a vraiment deux phases. Donc, en fait, voilà, sur le cône de déjection au niveau de la Bérarde, a priori, on n'est pas trop sur des phénomènes type lave torrentielle. Également, on a regardé les faciès de dépôt, etc. Et a priori, c'est pas, ça y fait pas penser. Et par contre, quand on remonte plus haut, voilà, et notamment au niveau du chenal, un peu en sortie du glacier, là, on a des traces un peu plus caractéristiques avec des sortes de levées, voilà, assez caractéristiques de gros blocs, et des faciès de dépôt un peu plus, voilà, qui feraient un peu plus penser à une forme de lave. Mais c'est des choses qui restent assez délicates à caractériser, quoi. Donc voilà, le ressenti, c'est que probablement qu'il y a peut-être eu des écoulements plutôt de type lave torrentielle en sortie de glacier à un moment donné, et puis que ça s'est propagé plus bas, plutôt sous forme de charriage très concentré, et puis aussi que dans une seconde phase de la crue, et ben en fait, les traces initiales de lave torrentielle ont pu aussi être un peu remaniées par des écoulements plutôt de type charriage. Ok, merci. Nous avons une question dans la classe de Morgane Abili. Vous pouvez la question. Oui, oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai deux questions de deux étudiants, je vais les laisser les formuler très rapidement. Allez-y. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Alors, j'ai juste pas compris, à un moment, vous parlez de sismicité dans tous les secteurs d'études que vous avez étudiés, avec l'hydrologie, tout ce qui est météorologie et tout ça, mais j'ai pas très bien compris dans quelle proportion vous basez sur sur ce phénomène, en fait. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est pas évoqué dans la présentation. Euh, En fait, il y avait trois sismos qui étaient suivis par voilà, des zones instrumentées par ISTER dans le massif des Écrins. Pas forcément juste à côté de la Bérarde, mais dans le massif. Et donc, ils ont analysé les signaux mesurés par ces sismos pendant la nuit du 20 au 21 juin. Et donc, ce qui est intéressant de voir, donc ils sont allés jusqu'à des basses fréquences pour voir où est-ce qu'ils voyaient un signal. Et dans les basses fréquences, ils voient un signal potentiellement de l'événement. Notamment, voilà, ils mesurent un signal plus une direction préférentielle, pour simplifier, hein, une direction préférentielle de l'origine des vibrations, quoi. Et donc, il y a un des sismos qui pointait vers les Cévennes, parce qu'il y a un épisode Cévenol en même temps, et qui, entre minuit et 8 heures du matin, tac, vient pointer dans la direction de la Bérarde. On se dit, bon, bah, potentiellement, là, ce qu'il mesure, ça peut venir de la Bérarde. Et donc, finalement, d'analyser la forme du signal sismique, ça donne des informations aussi sur la temporalité. Donc, nous, c'était vraiment pour recaler la temporalité. En effet, entre minuit et 8 heures du matin, les sismos, ils voient quelque chose, dont un changement de direction qui semble pointer vers la Bérarde, donc ce qui est cohérent avec les mesures de débit et les témoignages. Et puis, on a vraiment un plateau avec
le signal le plus fort entre 1 heure et 4 heures du matin, qui traduirait potentiellement la période sur laquelle on a eu les plus forts transports solides au niveau de la Béra. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, si on peut se permettre de monopoliser pour la deuxième question, Imad, je D'accord. vous laisse. Du coup, Plus bonjour, dire fort. merci pour votre présentation. Donc, vous avez parlé sur la rétention des eaux à l'intérieur des glaces. Donc, j'aimerais bien avoir des informations complémentaires sur ce phénomène et aussi, si c'est possible, sur les processus sur lesquels on a une évacuation de ces eaux qui participent par la suite avec des phénomènes météorologiques. Donc, comme par exemple le cas de la crue du 21 juin. Donc, voilà, c'est ça. Et ben c'est deux questions sur lesquelles en fait il y a énormément d'incertitudes. Donc au final, voilà, si on prend du recul sur ce travail de rétroanalyse, on a quand même des éléments de compréhension sur ce qui s'est passé et qui permet de donner une vision prospective et d'avancer sur les suites un petit peu opérationnelles. Et finalement, quand on prend du recul, effectivement, la question de qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau du glacier de Bonne-Pierre dans la nuit du 20 au 21 juin, bah, il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire qu'à la fois sur les processus qui ont mené à la vidange du lac, finalement, on ne sait pas grand-chose, parce qu'il y avait des points de blocage dans le glacier qui ont permis la création de ce lac en surface, qui ont lâché à un moment donné. Mais concrètement, on n'est pas capable de dire où est-ce que ça a bloqué, quand est-ce que ça a lâché et sur quelle dimension de conduite vidange. Donc ça, je ne suis pas capable de vous répondre pour le moment. Et sur la partie poche d'eau intraglaciaire, bah, finalement, c'est pareil. Tout ce qui se passe à l'intérieur des glaciers, bah, ce n'est pas visible depuis la surface. Donc pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, bah, faut mener des analyses qui sont plus poussées à l'échelle d'un site. Et donc, voilà, ça passe par de l'instrumentation, des mesures radar, de la géophysique, pour comprendre s'il y a potentiellement des volumes d'eau qui peuvent être retenus, des conduits intraglaciaires développés qui peuvent retenir un certain volume. Mais voilà, à grande échelle, par exemple à l'échelle des Alpes, comme ce n'est pas visible en surface, ce qui se passe à l'intérieur des glaciers, on n'est pas capable de détecter des poches d'eau à grande échelle. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le fonctionnement de ce lac et sur le potentiel d'autres rétentions d'eau dans le glacier. Et donc, c'est intéressant voilà, de continuer à travailler avec les chercheurs pour instrumenter et essayer d'acquérir de la connaissance sur le glacier pour mieux le comprendre. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées à l'écrit. Est-ce qu'une analyse statistique a été menée sur le phénomène pluie plus fonte? Alors oui, c'est le Centre d'études de la neige qui a effectué cette analyse. Donc, ils ont estimé des périodes de retour sur la pluie d'un côté, sur la fonte de l'autre, et puis sur la lame d'eau totale. Donc, sur la pluie, on était sur des périodes de retour de l'ordre de 10 ans sur 48 heures. Sur la fonte, si je ne me trompe pas, on était aux alentours de 30 ans sur 48 heures, quelque chose comme ça. Et la lame d'eau combinée, on était au-delà de la centenale. Donc voilà, c'est des estimations, bien sûr aussi à partir de leur modèle réanalysé jusqu'à 1958. Donc les 10 ans de la précipe, c'est au poste de Saint-Christophe-en-Loisan, c'est au plus haut. La neige, c'est le modèle spatialisé à l'échelle du bassin versant. Et la combinaison des deux, c'est le modèle spatialisé avec la fonte et la pluie. Voilà pour les ordres de grandeur. J'imagine que par analyse statistique, c'était un peu période de retour. C'est vrai que j'ai répondu comme ça. Ben, si Perrine Collin est là et peut intervenir oralement, vous pouvez ouvrir le micro. Oui, c'est bon. Elle vous remercie. Donc, l'autre question, quels sont les impacts sur le reste du linéaire? Donc, il y a eu des impacts à pas mal d'endroits. Au niveau du hameau des étages, il y a eu plusieurs maisons qui ont été impactées, notamment en rive droite du Vénéon, avec pareil de la boue sur tout le premier étage sur plusieurs maisons. En aval, on a la zone de plan du lac, qui est une zone de régulation plutôt plate, où là on a la route qui a été impactée, mais dès le 20 juin, dès la veille. La route qui a été fermée vers 11 h du matin à cause des premiers débordements. On a eu des impacts et pas mal d'érosion de berge ensuite à Bourg-d'Arru, notamment en rive gauche.
Et puis après, sur différents points du linéaire, avec la route qui a été impactée. Il y a la route qui a été impactée avec des érosions de berges en rive droite en aval de Bourbaru, au niveau des Ougiers. Et puis la route qui a été impactée aussi en amont, entre les étages et la Bérarde. Donc bâti surtout aux étages, route en plusieurs points, puis camping à Bourbaru. Alors, dans les grandes lignes, en quoi consiste le plan de réaménagement compte tenu du nouveau aléa? Donc dans les grandes lignes, c'est d'étudier différents scénarios. Donc ça peut être, on va remettre le torrent dans son ancien lit. Si on veut protéger de la crue de 300 000 m3 de cailloux, qu'est-ce qu'il faudrait construire? Est-ce que c'est faisable? Combien ça coûte? Si on construit quelque chose de plus petit pour se protéger des crues un peu plus courantes, mais qu'on ne gère pas la grosse crue, quel serait l'aléa résiduel? Un autre scénario, ça pourrait être de le laisser dans le lit actuel et de conforter. Un autre scénario, c'est de raser et de laisser toute la place au torrent en gardant que des bâtiments en rive gauche et en rive droite. Donc, en fait, c'est de mettre à plat un petit peu euh, différentes options de manière ouverte, en disant on remet le torrent, on le laisse, on lui donne plus de place, euh, et d'étudier finalement voilà, des aménagements, de voir à quel point c'est faisable, combien ça coûterait, et quel serait l'aléa résiduel pour les bâtiments qui sont encore debout. C'est d'essayer d'objectiver un petit peu ce champ des possibles pour après que voilà, l'État, la commune se positionnent au regard de ces scénarios. Ouais, si d'autres personnes veulent poser une question, je leur laisse la, la possibilité, parce que j'en ai déjà posé une, mais sinon j'y vais. Donc du coup, oui, il y a un guide qui avait été rédigé là, pour le ministère de l'Environnement sur la construction en montagne et la prise en compte du risque torrentiel dans les constructions. Est-ce que par rapport à ce qui avait été recommandé à l'époque sur les dispositions constructives, sur un certain nombre d'éléments qui permettent de diminuer la vulnérabilité des constructions exposées à ce type de phénomène, est-ce qu'il y a des enseignements nouveaux à tirer par rapport aux dégâts qu'on a pu observer? Première chose. Et puis deuxième chose, est-ce que voilà, au regard des dernières catastrophes des dernières années, là, entre ce qui se passait sur le Var, Vésubie, sur la Bérarde ou ailleurs. J'avoue que j'ai un petit peu décroché dans le détail, mais voilà, est-ce qu'il y a finalement une mise à jour de ce guide qui serait peut-être pas nécessaire pour intégrer les retours d'expérience de ces différentes catastrophes? Ouais, du coup, effectivement, c'est une très bonne question parce que là, on voit que les événements un peu se multiplient et donc ça pose un peu la question de la vulnérabilité. Que ce soit pour la tempête Alex ou là pour la crue des Étançons, en fait, il y a eu des relevés de dommages en fait aux bâtis qui ont été faits de manière un peu systématique. Et justement, essayer de voir en termes de niveau d'aléa, d'intensité au niveau des bâtis, quels étaient les taux de dommages. Également, regarder par typologie de phénomène, est-ce qu'on est sur du dépôt, est-ce qu'on est d'engravement, est-ce qu'on est sur de l'érosion, et voir en fait s'il y avait voilà, des choses qui ressortaient. Et globalement, donc, que ce soit sur la Bérarde ou la tempête Alex, en fait, ce qui ressort, c'est que l'essentiel des destructions de bâtis, c'est lié à des affouillements au niveau des fondations, parce que c'est là que le bâti ne tient plus, quoi. Je pense que une des spécificités sur la crue de la Bérarde, c'est qu'en fait, on a tellement des niveaux d'engravement qui ont été énormes. En fait, vous avez beau avoir, si vous voulez, une structure, des murs qui tiennent. Quand ça arrive sur le toit, en fait, généralement, le toit est pas du tout assez résistant. Et donc là, ça va venir complètement se passer à travers le toit et poser des problèmes structuraux comme ça, quoi. Donc, il y a un travail comme ça qui est fait, mais je pense que globalement, par rapport un peu aux préconisations qu'on peut retrouver dans des règlements PPR, en fait, il y a quand même une certaine cohérence quand on retrouve un peu les mêmes choses, sauf que là, c'est effectivement les phénomènes sont exacerbés, donc des fois, en fait, voilà, on atteint des niveaux qui sont, les bâtiments ont du mal à résister à 15 mètres d'engravement dans tous les cas.
Voilà. On Je a ne sais pas d'autres si j'ai questions. bien répondu. On a d'autres Avez-vous- questions. Donc oui, visiblement, c'est bon. On a un pouce de Christophe. Alors, la question est, est-ce que RTM suit l'ensemble des lacs glaciaires en France et est-ce que l'analyse des images satellitaires permettrait d'appréhender leur fonctionnement? Oui, alors au RTM, on n'a pas de rôle de suivi, surveillance des lacs. Mais dans le cadre du plan d'action sur le risque glaciaire, il y a justement un objectif important qui est d'identifier les enjeux qui pourraient être concernés par les risques glaciaires et périglaciaires, qu'on appelle une levée de doute à l'échelle des Alpes, qui prend en compte différents phénomènes d'origine glaciaire et périglaciaire, dont les lacs. Et finalement, sur les lacs, il y a deux choses. Il y a des remontées d'informations qu'on peut avoir du terrain, c'est-à-dire que le lac de Tignes, où il y a des travaux actuellement, le lac des Bossons, qui a été vidangé en 2023, ben, c'est des lacs qui sont apparus, il y a eu des remontées terrain, et finalement, ça fait un peu partie du cœur de métier RTM. On a des remontées d'infos sur ça bouge là, il s'est passé ça, etc. Et puis, il peut y avoir ensuite une caractérisation de l'aléa, donc une partie remontée terrain, et puis une partie, dans le cadre du PAPROG, une partie grande échelle, avec des inventaires des lacs qui sont effectués. Donc, c'était en lien avec l'INRAE et qui sont effectivement effectués à partir d'images satellites. Pour autant, c'est des inventaires qui sont actualisés tous les 2-3 ans, donc à partir des images satellites d'été, qui détectent, donc, pour ne pas avoir de la neige en haute montagne finalement, donc qui détectent des lacs qui sont pérennes. La particularité de celui-ci, c'est qu'il était visible que quelques semaines dans l'année. Et donc, effectivement, on travaille depuis déjà 1 ou 2 ans avec Météo France pour utiliser des images satellites à plus haute fréquence temporelle pour essayer d'avoir une mise à jour de ces inventaires de lacs en haute montagne, voilà, avec une fréquence relativement importante. Pour l'avenir, comment estime-t-on le risque d'un nouvel événement avec fort transport solide? Sur quelle base vont être décidées les zones à reconstruire, à exproprier? Donc, c'est deux grandes questions. Euh, donc là, c'est vrai que d'un point de vue scénario, je ne suis pas rentré trop dans le détail en disant, bon, ce scénario 300 000 m3 de cailloux, c'est une crue de référence. Pour autant, ce travail, il a été traduit euh, dans une note avec une déclinaison de plusieurs scénarios de crues, de plusieurs hydrogrammes de crues, et du coup plusieurs volumes de matériaux transportés. Donc pour des crues de référence, pour des crues rares, pour des crues courantes, qui servent de données d'entrée à l'étude du SIMBI. Voilà, ça reste un exercice qui est difficile, hein, on fait des torrentiels, mais c'est d'essayer de décliner des crues potentielles qui vont de la crue vraiment courante à la crue dimensionnante maximale des 300 000 m3 de cailloux, quoi. Donc, ces différents scénarios de crue, c'est un petit peu comme ça qu'on estime le risque, enfin, en tout cas l'aléa, la partie aléa. Et en fait, sur la partie enjeu ensuite, c'est ce dont je parlais, c'est que finalement, cette crue-là de 300 000 m3, elle est considérée comme scénario de référence. Donc, la carte d'aléa de la Bérarde a été mise à jour et tout le cône de déjection est en aléa torrentiel fort à très fort. Donc, l'État s'est positionné sur pas de reconstruction, c'est-à-dire qu'il a déjà acquéri les 17 bâtiments qui ont été détruits. Donc, les bâtiments qui ont été détruits ne pourront pas être reconstruits, ou partiellement détruits ne pourront pas être reconstruits. Donc, l'avenir du hameau se joue sur les bâtiments qui sont encore debout. Et la réponse sur ces bâtiments qui sont encore debout, ça va être le positionnement qu'il devra y avoir au regard des résultats de l'étude sur les scénarios de réaménagement. Alors, une dernière question. Quelles ont été les actions mises en place par le RTM de l'Isère lors de la crue torrentielle de la Bérarde pour la gestion de crise? Plus précisément, comment le service est-il intervenu en matière de surveillance, d'alerte, de gestion des infrastructures, de mesures préventives et de coordination avec l'ensemble des acteurs de la gestion de crise? C'est une bonne question. Je ne vais pas être la meilleure personne pour répondre à ça, dans le sens où vous l'avez compris, voilà, moi j'étais sur la partie rétroanalyse et notamment la partie gestion de crise. C'était notre chef de service, Pierre Véry, qui était largement investi voilà, là-dessus.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait déjà en fait des points de vigilance en journée du 20. En fait, le 20, le Vénéon est déjà en crue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La route de Plan du Lac, elle a été fermée à 11 h du matin. Donc, le Vénéon, il est en crue, il continue de monter toute la journée. On a ce front pluvieux qui est annoncé entre 4 h et 7 h du matin en deuxième partie de nuit. Donc, il y a déjà eu une réunion en préfecture en journée du 20. Les deux campings de Bourg-d'Arru et le camping de la Bérarde avaient été évacués. Donc voilà, il y avait un point de vigilance, il y avait déjà une route fermée, des campings évacués, avec un pic de crue du Vénéon qui était attendu en matinée du 21. Mais finalement, ce point de vigilance, il était plutôt à l'échelle du Vénéon, de la crue hydrologique, que du torrent des étançons en pleine nuit, qui est quelque chose que tout simplement on est collectivement pas capable de prévoir, quoi. Voilà. Après, encore une fois, j'ai pas vécu les choses de l'intérieur, donc je suis pas la meilleure personne pour répondre. Mais voilà les éléments que j'ai. Ok.